Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses d'un procédé industriel aussi fondamental que méconnu, le filage à la presse. C'est en quelque sorte la force cachée qui sculpte une bonne partie du monde métallique qui nous entoure. On s'est déjà demandé, en regardant un profilé de fenêtre en aluminium, avec toutes ses formes compliquées, comment on passe d'un simple bloc de métal à un objet aussi précis. Eh bien, la réponse est à la fois incroyablement simple et terriblement puissante. L'idée de base est en fait super familière. C'est exactement le même principe que le tube de dentifrice. On appuie fort à une extrémité, la matière est obligée de sortir par une petite ouverture à l'autre bout, et hop, elle prend la forme de cette ouverture. C'est ça, l'extrusion dans son essence la plus pure. Bon, d'accord, l'analogie du dentifrice est sympa, mais allons un peu plus loin. Dans un contexte industriel avec du métal en fusion, comment ça se passe vraiment? Alors voilà la définition un peu plus technique. Mais pas de panique, il n'y a que 4 éléments clés à retenir. On a le conteneur, qui est la boîte qui contient tout. Le lopin, c'est notre bloc de métal de départ. La filière, c'est en gros le moule qui va donner la forme finale. Et enfin le poinçon, c'est lui qui va appliquer une force monumentale pour tout pousser. Et bien sûr, on ne fait pas ça à température ambiante, hein. Le processus se fait quasiment toujours à chaud. On préchauffe le métal et le conteneur pour que tout devienne plus malléable. Et quand on dit chaud, on parle de température extrême. Imaginez 1200 degrés Celsius pour l'acier. La seule exception notable, c'est le plomb, qui est assez mou pour être travaillé à froid, par exemple pour faire des tuyaux. Maintenant, pour presser notre dentifrice, il existe en fait 2 grandes stratégies, 2 méthodes principales pour arriver au même résultat. Voyons un peu comment elles se comparent. D'abord, la méthode la plus courante, le filage direct. C'est la plus intuitive. Comme on le voit sur le schéma, le poinçon avance et pousse le bloc de métal. Ce dernier est obligé de glisser le long des parois du container pour passer à travers la filière, qui elle reste fixe. C'est simple, c'est direct, mais ça crée un frottement énorme. Et puis, il y a le filage inverse. Et là, c'est un peu plus malin. Ici, le conteneur est fermé. C'est la filière elle-même, montée sur un piston creux, qui s'enfonce dans le métal. Du coup, le métal est forcé de s'écouler à l'envers, à travers ce piston. La différence fondamentale, le bloc de métal, lui, ne bouge pas par rapport au conteneur. Et ce simple fait que le métal ne bouge pas, eh bien, ça change absolument tout. Regardez ce tableau, les avantages du filage inverse sont évidents. Comme le lopin est immobile, le frottement contre les parois devient quasi inexistant. Résultat, on a besoin de 25 à 30% de pression en moins. C'est énorme en termes d'énergie. Et on a aussi moins de pertes de métal. Alors on pourrait se demander pourquoi on continue d'utiliser le filage direct. Souvent, c'est une question de simplicité et de coût des machines. Et juste une petite parenthèse, comment on fait pour créer des formes creuses comme des tuyaux? Eh bien, on adapte un peu le processus. On utilise un lopin qui est déjà percé au milieu et on place une sorte d'aiguille au centre de la filière. Le métal est donc forcé de s'écouler tout autour de cette aiguille, ce qui crée le tube. D'accord, mais alors, quelle est la science derrière cette pression monumentale? Ce n'est pas juste une question de déformer le métal. Il y a une autre force, un ennemi invisible mais massif, qui entre en jeu. 30%, voilà le chiffre. Il est assez frappant. Imaginez un peu, presque un tiers de toute l'énergie déployée par ces machines monstrueuses ne sert pas à façonner le métal, mais juste à vaincre les forces de frottement dans le cas du filage direct. C'est une proportion colossale, un véritable combat contre une force invisible. Pour mesurer cette transformation, les ingénieurs utilisent un outil appelé le coefficient d'étirage. C'est tout simplement le rapport entre la surface de départ du bloc de métal et la surface de la pièce finale. Plus ce chiffre est grand, plus le métal a été déformé, et ça peut avoir un impact sur ses propriétés à la fin. Alors, comment on fait pour lutter contre ces fameux 30% de pression qui partent en fumée à cause du frottement? La solution est en fait très pragmatique. On lubrifie. On met de l'huile spéciale ou du graphite sur les parois du conteneur. Ça aide le métal à glisser, tout simplement, ce qui rend l'écoulement plus facile et réduit l'effort nécessaire. Bon, comme pour n'importe quelle technologie, le filage à la presse a ses points forts et ses points faibles. Faisons un peu le bilan pour voir où ce procédé brille et où sont ses limites. Côté avantage, c'est quand même assez bluffant. On obtient une précision quasi chirurgicale, ce qui est essentiel pour beaucoup d'applications. Et surtout, on peut créer des formes d'une complexité folle en une seule étape, même avec des métaux pas très coopératifs. C'est un procédé vraiment efficace pour transformer la matière. Mais bien sûr, il y a un revers à la médaille. Le premier gros inconvénient, c'est la force brute requise. Ça veut dire qu'il faut des presses hydrauliques absolument gigantesques qui coûtent une fortune. Et l'autre point, plus subtil, c'est que le métal sur les bords s'écoule moins vite que celui au centre à cause du frottement. Du coup, le produit final peut avoir une structure un peu inégale, avec des propriétés mécaniques qui varient d'un endroit à l'autre. Alors voilà,
La prochaine fois que le regard se posera sur un cadre de fenêtre en aluminium, un radiateur ou même un simple tuyau, on pourra y voir bien plus qu'un objet. On y verra le résultat d'une force de compression phénoménale qui a sculpté la matière. Et ça amène une question. Quels autres objets de notre quotidien sont nés de cette force cachée? La réponse est probablement tout autour de nous.